nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Gilles Rouet, qui est professeur des universités, qui est directeur de l'Institut de management de Versailles-Saint-Quentin à Yvelines et qui va nous parler ce soir du management et de l'intelligence artificielle, mythes et réalités. Alors, Monsieur Rouet, on commencera par vous entendre, donc, et ensuite, voilà, les participants auront certainement des questions. Il y aura un petit temps d'échange avec vous ensuite. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, le management et l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui fait beaucoup couler d'encre, à la fois chez les universitaires, chez les journalistes, chez les consultants, dont pour lesquels, pour certains, c'est devenu un peu le métier. J'ai eu l'occasion d'écrire des petits trucs là-dessus, jusqu'à d'ailleurs pousser le bouchon très loin, puisque forcément, si c'est leur métier, ils essayent de le vendre, c'est logique. Ceci étant, certains font avancer le schmilblick parce que nous sommes dans un environnement de toute façon digital, comme on dit souvent. En français, on a un petit souci avec les deux termes, le numérique et le digital, j'y reviendrai après. Les anglo-saxons ne se posent pas ce problème, puisqu'ils n'emploient qu'un seul mot pour tout, comme ça ils sont tranquilles. Mais ça a quand même du sens, parce que la sémantique est importante, même si quelquefois on ne l'explique pas. Alors déjà, le premier point, c'est… Donc j'ai réparti mon propos en 4 parties. Une partie introductive générale sur ce qu'il faut réfléchir, sur un certain nombre de mythes sur lesquels je vais revenir tout du long. Une deuxième partie sur le management en lui-même, effectivement, le management au sens large du terme, les réalités du numérique et du digital, ou peu importe le mot qu'on emploie. Une autre partie où je reviendrai beaucoup plus aux humains et aux tendances idéologiques actuelles qui sont le progrès pour les uns, un grand danger pour les autres. Et enfin, je vous parlerai des pratiques et de ces pratiques augmentées, comme on dit, puisque je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout le mot intelligence artificielle. Et je préférerais largement le mot intelligence augmentée, tout simplement parce que l'intelligence, comme la communication, pour moi, appartient aux humains, à la conscience, à l'intuition, et pas du tout aux machines, quelles qu'elles soient. Même si certains nous promettent que ça va pouvoir se développer, etc. Mais je reviendrai sur certains points. Donc, nous sommes dans un environnement de toute façon digital, dans tous les domaines. Et en ce moment, en France, on en fait l'amère expérience, puisque nous sommes confinés. Il y a une grande partie de la population française qui continue de travailler en télétravail. Pas tout le monde, évidemment, parce que ceux qui font les livraisons ou qui soignent les malades, ils sont bien obligés d'être là. Mais par exemple, ça ne nous plaît pas trop, à nous professeurs, mais on utilise des machins comme Zoom, pas seulement, pour pouvoir tenter de faire le lien. Donc, on fait des chats, on se sert de tout ce qui est possible pour que nos collègues, d'une part, et les étudiants et les apprentis, puisque là où je suis, j'ai 70% d'apprentis, soient en liaison constante. Donc, ils sont en télétravail, en même temps, ils sont en téléenseignement, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, il y a quelques années, on n'aurait pas pu faire comme ça. Il y a quelques années, de toute façon, on ne se serait peut-être pas rendu compte non plus de cette épidémie de la même façon, puisque là, on a des renseignements au jour le jour, puisque des informations sont compilées de chaque hôpital, puisque la remontée de ces informations donne lieu à un cadre d'action. En fin de compte, on est en plein dans le management, puisqu'effectivement, les uns ou les autres s'appuient sur des cabinets d'experts, mais pas des comités d'experts, mais pas seulement des experts. Ils s'appuient aussi sur des informations. Et ces informations, c'est-à-dire des données organisées en information, c'est ça, une information, sont ensuite un enjeu de communication et de décision politique, évidemment. Il y a de l'algorithme là-dedans, bien évidemment, parce que ce n'est pas facile de savoir comment sont utilisés tous les lits d'hôpitaux du jour au lendemain. Et on a de la surinformation, comme on dit souvent, parce que tout simplement, on oublie souvent de critiquer même les données qu'on a. Ça, c'est un des grands aspects de notre monde actuel, c'est qu'on a plein d'infos et on ne les critique plus ou pas. Et souvent, on n'a pas les éléments qui permettent de les critiquer. Parce qu'après tout, je ne sais pas, moi, réellement, comment ça a été compilé, comment ça a été fait, etc. On est dans une des grandes problématiques de sociétales, en fin de compte, et c'est vrai que ça nous inonde pas mal.
ça nous inonde et ça va très loin parce que du coup, ça vous le savez bien, je dis des banalités pour l'instant, puis peut-être à la fin aussi d'ailleurs, le contenu des fonctions, le contenu des métiers, du coup, se transforme, on ne travaille plus de la même façon, on se rend compte qu'on n'a plus besoin des mêmes compétences, on se rend compte que les processus sont différents et peut-être même que ça impacte ou que c'est impacté par les évolutions de hiérarchie des valeurs, puisque moi, je ne crois pas trop que les valeurs changent, c'est la hiérarchie des valeurs qui évolue. Hein. Et effectivement, ça, c'est un des gros soucis qu'on a. Comment faire dans cette hiérarchie des valeurs, par exemple? Il y a certainement des pays qui se confinent plus facilement que d'autres. Comment allons-nous faire dans les jours à venir pour contenir les jeunes ou les moins jeunes qui ont l'habitude des repas ou d'aller se promener dans les parcs? C'est un des gros soucis qu'a notre gouvernement, par exemple, en ce moment, par rapport au confinement. Et c'est vrai qu'on est dans une évolution très globale, qu'il faut prendre du recul un petit peu. C'est compliqué parce que ça change assez vite, notamment en matière de ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire le management public, la façon dont on se comporte avec les citoyens, comment on prend des décisions, puisque c'est là-dessus que j'avais travaillé précédemment. Alors, beaucoup de personnes analysent ça en termes culturels. Hein, si on change un peu de façon de voir les choses, de la sociologie à la culture, même si c'est relié, hein, et certains vont tenter de définir la culture numérique. Voilà, on serait dans une culture numérique. Ça, moi, j'y crois pas trop. Je vois pas en quoi ça va révolutionner nos têtes, mais bon, ça, c'est une position personnelle. Il y a un très bon bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Le numérique ne changera pas notre vie, quelque chose comme ça. Enfin bon, des gens écrivent là-dessus hein, de plus en plus. En revanche, on est bien dans une culture du numérique, au sens où l'emploient les Américains, la culture du digital. Pas forcément une culture numérique, parce que nous sommes des êtres analogiques, parce que nous ne savons pas bien comment fonctionnent nos neurones, je vais y revenir, parce qu'effectivement, aller chercher à savoir à tout prix comment ils fonctionnent, c'est le mythe de l'homme artificiel, c'est le golem en même temps que Frankenstein. Donc, de toute façon, ce n'est pas un élément qui nous ressemble beaucoup. En revanche, on est bien dans la culture de l'outil, dans la culture de ces produits, de ces façons de faire, de cette volonté d'aller plus loin, plus vite, mieux, d'avoir plus les services, etc., quand on peut. Donc, du coup, on a effectivement tout un champ d'opportunités qui s'est ouvert. Les entreprises fonctionnent autrement et nous fonctionnons autrement. Nous prenons l'habitude de nous faire livrer tout un tas de trucs, les entreprises aussi, parce qu'on est tous dans le même bain. Il n'y a pas un monde à part, voilà. Et jusqu'à d'ailleurs ne pas faire attention souvent à nos modes de régulation qui sont fondamentaux. Moi, j'étais très content quand les chauffeurs d'Uber se sont mis à manifester. Le Conseil d'État français, non, la Cour de cassation, pardon, française, là, a donné lieu à un arrêt qui transforme un certain nombre de contrats en contrats de travail, et c'est tout à fait légitime dans notre pays, puisque sinon, ou dans d'autres, parce que si effectivement, on a été trop vite par rapport à une réflexion sur la régulation. C'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, une des grandes réflexions sur le numérique en général, elle est d'ordre juridique, évidemment, puisqu'il faut qu'on trouve un certain nombre de moyens dans énormément de domaines. Hein. Vous avez tous entendu parler de la voiture autonome et des problèmes qu'elle pose, des problèmes moraux, mais aussi des problèmes juridiques, évidemment. Hein. Une machine n'est pas responsable au sens du code civil, bien évidemment. Alors, on a donc des nouvelles opportunités et puis se pose toute cette question de savoir comment on va s'en sortir avec tout ça. Et puis, on a aussi des nouveaux modèles d'affaires, comme on dit. Oui, on a des nouveaux modèles d'affaires avec les GAFA, les GAFAM, l'équivalent en Chine, hein, ou presque, hein, puisque souvent on parle il y a deux acronymes hein, par rapport à ça, des entreprises qui, en fin de compte, n'emploient pas grand monde. Hein, je pense que Google, c'est dans l'ordre de 70 000 salariés, quelque chose comme ça, avec une capitalisation boursière gigantesque. Et effectivement, elles sont planétaires, elles sont mondiales. Ce ne sont plus des entreprises qui s'apparentent à un pays, d'ailleurs, même si c'est basé aux USA. Hein, ils essayent de minimiser leurs impôts au moins autant aux USA qu'ailleurs, de toute façon. Et ce sont des modèles très particuliers, des modèles qui reposent pour beaucoup sur une production de données faite par nous. Donc, plus on se sert de leur truc, plus on fait de la donnée, et plus ces données sont passées à un crible. Alors, dans un premier temps, ces entreprises les revendent
à des sortes de Havas, des grosses entreprises dont on ne connaît plus les noms, à des sortes de Havas et qui font de l'affichage, etc., qui les transforment et qui les rendent intelligibles pour les entreprises qui en font leur publicité, etc. Il y a eu un très gros scandale il n'y a pas longtemps parce que un certain nombre de grandes Amazon, par exemple, ou non pas Amazon, Facebook, par exemple, voulait arrêter les cookies ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, si on arrête un certain nombre d'éléments qui permettent de profiler les données, et ben, voilà, ça perturbe des modèles d'affaires. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse lutte planétaire de modèles d'affaires contre d'autres modèles d'affaires qui ne sont pas les modèles d'affaires actuels. Alors, tout ça, nous, on est un petit peu des voyageurs serviles là-dedans. On a une servitude de fait, puisque quand on utilise Google, en fait, on le sait bien, qu'on donne qu'on donne nos datas et qu'ils en font quelque chose. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, on le sait bien. Mais est-ce qu'on va pour autant ne pas fonctionner sur Google? Bah non, parce que c'est facile, parce que c'est utile, parce qu'on a souvent l'impression aussi que c'est neutre, ce qui est une bêtise, parce que ce n'est pas du tout neutre. Hein, tout ça reposant sur des algorithmes qui changent, qui sont compliqués. Hein. Alors, on avance un peu en Europe. On avance un peu parce qu'on essaye de faire en sorte que la donnée soit un bien public. Hein, on essaye de faire en sorte de renouveler des théories très vieilles, comme la théorie des communs, par exemple. Et tout ça, c'est des vieux trucs qu'on avait fait au milieu du siècle dernier. Et on renouvelle tout ça. On se dit, il y a la loi sur la République numérique de 2018, par exemple, en France, permet, autorise, non, même pas, donne le droit à tout citoyen de pouvoir obtenir les données publiques. Actuellement, un des grands débats en cours sur la publication des résultats de recherche payés par des fonds publics, c'est un débat énorme. Et effectivement, dans ce débat, on se demande comment certains modèles vont faire, parce que les grands modèles souvent américains de publication scientifique sont des modèles d'entreprises capitalistes, évidemment, qui vont chercher du profit. Donc, comment on fait? Donc, l'open source est en train de se développer par rapport à ça, et on le voit en ce moment avec le coronavirus, puisqu'énormément de choses sont publiées dans tous les sens, et reposant sur des données publiques, elles doivent être évidemment à la disposition des citoyens. Ça remet en cause tout un modèle aussi, celui-là. Hein. Alors, c'est une réaction à cette évolution, évidemment, de la société dite digitale, puisque effectivement, quand on a des données publiques, eh bien, voilà, on doit les donner à disposition des citoyens, que ce soit les horaires, ou plutôt la réalité du départ des trains, ou des résultats de recherche. Alors, du coup, c'est très intéressant, parce que du coup, en management public, on est dans une révolution totale en ce moment. Je vais vous donner un exemple. Sur Paris, quand on n'est pas confiné, on prend souvent le métro, le RER et toutes ces choses-là. Et pour aller d'un point à un autre, il existe deux applications, en gros, une application publique et une application privée. Un Citymapper qui existe dans plusieurs mondes marche très très bien. Tout le monde se sert de Citymapper parce que ça marche bien. Ça, en temps réel, vous avez les problèmes de ligne, vous avez les retards, vous avez tout, donc vous pouvez optimiser votre temps de déplacement. Et il y a une application qui a été faite par la RATP et autres, qui s'appelle Via Navigo, qui marche beaucoup moins bien. Je ne sais pas pourquoi. La grande question, c'est pourquoi, en public, on n'arrive pas souvent à utiliser nos propres données publiques pour faire aussi bien ou mieux que dans le privé. Je ne sais pas. Hein, on peut avoir plein d'explications, mais en tout cas, c'est un des grands enjeux. Alors, derrière tous ces enjeux, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Vous avez, si vous prenez un axe, vous avez les opposants farouches au digital, ceux qui vous disent que qui sont très pessimistes sur l'avenir, qui sont dans une situation de dénonciation permanente, et puis ceux, au contraire, qui sont positivistes, très technocentrés, pour lesquels, de toute façon, le progrès, c'est la technique, que hors technique, il n'y a pas de progrès, etc., etc. Le progrès au sens social du terme, bien évidemment, ou culturel. Et puis, entre les deux, vous avez un ensemble d'auteurs qui, évidemment, constatent où nous en sommes, constatent l'utilisation des outils, constatent qu'un outil, après tout, il n'est crédible que s'il est utilisé, et que donc il y a un niveau d'appropriation de l'outil, ça c'est déjà le premier point. Et donc, on a effectivement des réflexions à ce moment-là sur le travail en lui-même. Par exemple, Rifkin, dès la fin des années 90, a commencé à parler de la fin du travail.
en fait, on n'est pas à la fin du travail, hein. On est peut-être à la fin de certains emplois, mais les activités, l'homme étant un être social et un être qui veut s'accomplir par l'activité, on est toujours dans une réflexion sur les activités. Alors évidemment, encore faut-il que ces activités puissent s'intégrer comme un travail, donc un emploi. Bon. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours avec Dominique Méda, par exemple, hein, qui est une collègue sociologue qui écrit beaucoup là-dessus. Et effectivement, sur le partage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on partage? On partagera les revenus, mais l'activité, ça ne se partage pas forcément. Enfin bon, c'est un problème compliqué parce que les uns, quand ils parlent de travail, ils vous parlent en fait de l'activité des gens ou de l'emploi. Enfin, donc, on distingue mal la logique statutaire du modèle de la logique d'activité, hein, sachant que dans la population, il y a quand même une part de plus en plus grande de nos populations qui ont un désir d'accomplissement par l'activité, qui transforment en travail s'ils le peuvent. Hein. C'est dans la hiérarchie des valeurs, c'est quelque chose qu'on constate assez facilement. Alors, d'autres auteurs ont parlé de nouvelle barbarie. Ceux-là, ils sont à l'extrémité de mon truc. Un auteur très intéressant a été traduit en français il y a peu de temps, Cathy O'Neill, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est Villani qui est candidat à Paris, qui avait fait la préface. Et elle parle de bombes à retardement par rapport aux algorithmes. Et c'est dans un bouquin qui est tout à fait intéressant, qui doit s'appeler Outils de destruction massive, quelque chose comme ça. Et effectivement, dans son bouquin, elle décrit par exemple comment l'algorithmique, pas bien maîtrisé, parce que c'est ça le problème, avec des informations dont on ne sait tout qu'on ne fait pas critiquer, peut aboutir à des aberrations dans le système scolaire américain. Elle prend des exemples concrets. Elle prend par exemple l'exemple de professeurs qui ont été jugés par rapport à la plus-value, c'est-à-dire par rapport aux résultats de leurs élèves après un point de départ. Sauf que donc des gens ont été virés à cause de mauvais scores dans ce genre de trucs. Sauf que comme c'est une chaîne et que cette chaîne est déterminante pour le passage d'une classe à l'autre, bien sûr, pour les élèves, mais aussi pour les établissements, elle a pu constater que des établissements, parce qu'elle a travaillé sur les algorithmes, elle, sur ça, c'est même elle qui en avait écrit, elle a pu constater que des professeurs surqualifiaient, enfin surclassaient des élèves, leur donnaient des scores qui étaient déjà énormes pour avoir des bons scores, ce qui fait que quand ils arrivaient dans l'école d'après, soit vous surclassez à votre tour, mais si vous êtes honnête et que vous ne le faites pas, eh ben vous avez un mauvais score. Donc, ce n'est pas vous qui êtes à ce moment-là en cause, c'est bien sûr tout le système. Parcoursup, c'est un peu ça. Hein. En France, on a le beau truc qui s'appelle Parcoursup, où on a des tas de notes des élèves, et la grande question qui n'est pas posée, c'est mais après tout, toutes ces notes, elles ne sont pas uniformisées d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, d'un IUT à l'autre, pour parler des IUT, puisque j'ai eu ce cas-là. Et comme on n'a pas les moyens de travailler vraiment sur les avis, parce qu'on a 800 000 jeunes qui sortent de bac tous les ans, dont la moitié vont dans toutes les filières et l'autre moitié vont dans 4 filières seulement, pour faire simple. Voilà, donc on s'appuie sur du chiffre. Les chiffres, ça se classe, ça fait du Excel, et hop, voilà. Ça, c'est la grande mythologie qui ressort, notre grande idéologie du numérique, le chiffre étant exact, étant parfait, nous donnant des résultats. Ben ça, évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, on a trouvé tout un tas d'autres critères. Moi, je me suis occupé de ça une année et j'ai demandé à ce que dans mon établissement, à l'université, on tienne compte des avis du conseil de classe parce que j'ai rien d'autre. Hein, on n'a pas les moyens de lire les 800 000 fois 10 lettres de motivation que les élèves font faire ou qu'ils font eux-mêmes. Et donc, du coup, on se retrouve avec une algorithmie, des démarches algorithmiques qui sont absolument infaisables, qui sont hors sol, en fin de compte, hein, puisque on va confondre, on va comparer des notes qu'on a avec un professeur à un autre. Alors, en France, au baccalauréat, on a un système d'harmonisation des notes qui existe, mais ça n'existe pas forcément dans les classes, notamment au second trimestre, au moment où les gens font Parcoursup. Parcoursup devrait être mis en cause à cause de ça, hein, et non pas la question n'étant pas de savoir quels critères on prend, mais comment on fait et comment on apprécie tous ces chiffres. Hein. Alors, là, dans la bombe à retardement, on a ce genre de choses. On a aussi des auteurs qui vous disent, oui, mais maintenant on devient singulier, on est individualisé. Hein. C'est notamment Ganesha qui travaille là-dessus avec son mythe de la singularité. Hein. Je laisserai toutes les citations à la fin, bien sûr, si ça vous intéresse. Ou alors un livre que je préfère qui est la multitude. Voilà, on est des individus dans une multitude, hein, donc on est profilé individuellement, on est dans cette multitude. Donc on a effectivement
beaucoup d'auteurs qui travaillent sur ce genre de truc, hein. Moi, j'aime bien aussi Morozov qui a écrit un très bon livre, à mon avis, euh, qui doit s'appeler en français Nous avons une solution alors que vous n'avez pas de problème, quelque chose comme ça, hein. Et c'est vrai que le technocentré, ça nous donne des solutions alors qu'on n'a pas forcément posé le problème, ce qui est quand même assez marrant. Alors, là, c'est une révolution pour les uns, une disruption. Alors, le mot disruption, il fait fureur, notamment en management, hein. On va parler d'attitude disruptive tout le temps. Enfin bon, est-ce que c'est vraiment une révolution dans ce sens-là, ou est-ce que c'est une évolution des attitudes, des postures qu'on a, bien évidemment. Et ce n'est pas par hasard que ces deux mots, pour revenir à la sémantique, hein, le digit et le numérique, le digit, c'est le doigt. C'est le doigt avec lequel on appuie sur les machines, hein, et le numérique, c'est le nombre. Donc, ce n'est pas du tout par hasard qu'on mélange les deux. En français, quand on emploie le terme digital ou numérique, personne n'est d'accord sur la différenciation, en fin de compte, hein. Mais on a aussi derrière tout ça la numérisation. Et la numérisation, c'est la fin de l'analogique, c'est le 0 et le 1. Alors, en management, on travaille évidemment beaucoup avec tout ça. C'est normal, hein, c'est tout à fait logique, puisque beaucoup de gens s'interrogent. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'on est parti sur ce genre de logique. Ça fait très longtemps, parce que ça fait longtemps qu'on cherche à avoir des systèmes automatisés qui permettraient de faire mieux des tâches plus ou moins simples et rapidement. Voilà, les trois trucs. Et donc, pénibles en plus, hein. Et ça fait longtemps aussi qu'on aimerait bien avoir des situations, des solutions de traitement qui permettent de comprendre des situations de façon plus globale quand on a des milliers et des milliers de données, hein. Donc, les deux, ça fait longtemps. Donc, on a à la fois des systèmes automatiques de traitement de données qui existent depuis les années 50, hein, c'est pas nouveau quand même, hein, hein. Ça se voit bien en comptabilité, par exemple, hein. En comptabilité, on a tout un tas de systèmes qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans le contrôle de gestion, hein, puisque tout simplement, ça change, et ça a changé déjà le travail des gens qui travaillent dans ce secteur, puisque ces gens-là ont des positions beaucoup plus analytiques qu'exécutives, puisque l'exécution se fait d'une manière beaucoup plus automatique, hein. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont externalisé progressivement un certain nombre de tâches, de missions qui sont relatives à l'organisation de données, parce que c'est ça le problème, hein, les factures, compiler les factures, tout ça, par exemple, hein. Pour la paye, c'est pareil, hein. Les éléments de la paye, voilà, il faut une veille, il faut donner des éléments par rapport à ce que font les salariés. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont faire là avec le télétravail, mais on va rigoler. Et effectivement, après, c'est engrangé par une machine qui est déjà, on appelait ça des systèmes experts, au mieux, des systèmes automatiques ou des systèmes experts ou des logiciels intégrés, c'est un mot qu'on emploie encore, hein, hein, le leader mondial est devant être SAP, je pense, hein. Donc voilà, ce sont des gens qui arrivent et qui, dans une entreprise, vous font un système global. Donc c'est pas nouveau tout ça. C'est pas ça qui est nouveau dans ce qui arrive en ce moment. Et puis j'ai envie de dire, c'est même pas ce mythe de l'intelligence artificielle qui est nouveau, parce que bien sûr, les systèmes de maintenance peuvent engranger plus de données. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont leur donner une signification plus grande, ça c'est le problème de la critique. Et ils peuvent aussi avoir beaucoup plus de critères en même temps, avoir un algorithme, c'est-à-dire tout un ensemble de calculs qui permettrait d'aller quelque part. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Alors, vous me direz, si vous réagissez, oui, mais il y a les machines apprenantes, etc. Je vais y venir juste après. Alors, est-ce que c'est une rupture? Je ne pense pas que sur tous ces plans-là, ce soit une rupture. Ce n'est pas une rupture parce qu'encore une fois, depuis très longtemps, depuis les temps modernes jusqu'à maintenant, on essaye en management de faire en sorte que l'activité choisie rejoigne l'activité subie, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de gens dans les entreprises qui soient dans une logique de non-contrainte, c'est-à-dire j'apprécie les contraintes de l'emploi parce que je peux m'accomplir, hein, c'est une démarche extrêmement importante dans les sociétés modernes, je m'accomplis dans le travail, dans l'activité que je fais. Et c'est comme ça que, alors que, bien sûr, la part de la population qui est encore dans une logique de contrainte, d'acceptation de la contrainte, est une part qui existe toujours, hein, mais qui est une part qui pourrait justement évoluer si les compétences de la population évoluent par rapport à ce qu'on leur demande dans l'autre partie de mon spectre, si vous voulez, hein. Prenez par exemple, moi je ne crois pas du tout aux générations X, Y, Z, j'ai écrit un article contre ça d'ailleurs,
parce que c'est une généralisation complètement abusive. Hein. Si vous prenez une classe d'âge, une catégorie d'âge, quelle qu'elle soit, vous avez dans cette catégorie d'âge une différenciation très grande entre des personnes qui sont plus dans la contrainte et des gens qui sont plus dans l'accomplissement. Ben parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la hiérarchie des valeurs évolue. Hein, et ça, on le fait régulièrement. Les sociologues font ça très régulièrement, hein, pour essayer de tester le plus important pour les personnes. Qu'est-ce qui est le plus important pour les personnes? Et là, on va le voir avec le confinement, puisque les réactions qu'on a et qu'on va avoir vont être des réactions de gens pour lesquels la vie sociale est peut-être très importante. L'empathie, être utile aux autres, ça fait partie de critères extrêmement importants de nos jours. Et ça explique en partie pourquoi la moitié des bacheliers français, en France en tout cas, peu importe qu'ils soient français, mais en France, choisissent pour aller dans l'université, choisissent soit d'aller en droit, en médecine, en STAPS, les études de sport, ou en psycho. Qu'est-ce qui relie ces quatre filières-là? Eh ben, c'est ça, c'est cette hiérarchie des valeurs, hein, globalement, hein, je vous fais un dessin global. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant parce que du coup, on est dans ce mouvement-là avec des hiérarchies de valeurs qui n'étaient pas les mêmes et donc qui peut-être accélèrent peut-être un certain nombre d'évolutions. Ça, c'est sûr, ça, c'est possible puisque la communication, l'envie de communiquer, l'envie de rester joignable, l'envie de passer des... Ils ne passent pas des heures devant des écrans, ils passent des heures devant des outils qui communiquent. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et passer des heures devant les écrans, c'est je prends Netflix et puis quand je suis confiné, je regarde des séries de A à Z. Ce n'est pas la même chose que d'être devant son bidule et puis en fait d'être en situation de communication, parce que c'est ça le truc. Communication, certes technique, mais communication quand même. Alors, du coup, les ruptures, pour continuer sur cette série, quelle rupture on a? Les objets connectés, est-ce que c'est une rupture? Ça, c'est une grande question. Chez soi comme au travail. Et c'est sûr que les milliards qu'on nous annonce d'objets connectés, il y en a déjà, tout plein qui sont là, qui sont d'ailleurs des portes d'entrée pour la sécurité terrible, hein, les données. On a ce fameux big data qui est aussi qui sera une rupture. Alors, big data, c'est le mot qu'ils emploient. Ça veut dire qu'on a une profusion de données dans tous les sens, auxquelles il faut donner du sens, qu'il faut cadrer. C'est pas simple. Hein, tout le monde ne peut pas le faire. Et puis, une entreprise peut avoir ses propres schémas, qu'une autre aura les mêmes. Autrement dit, les big data de l'une ne seront pas les big data de l'autre. Hein, donc, c'est très compliqué comme problématique. Hein, et big data, parce qu'on a cette profusion de données. On a aussi ces virtualisations avec le cloud. Hein, ces data dont on ne sait pas trop où elles sont. Enfin, si on le sait, elles sont dans des data centers. Eux, on sait. On a aussi la connexion à très haut débit qui permet du passage très vite. Hein, on ne s'en rend même plus compte. Hein. Donc, effectivement, on a quelques éléments techniques qui vous amènent à envisager de travailler autrement. Ça, c'est clair. Hein, ça, c'est clair. Hein. Jusqu'à un point, d'ailleurs, complètement délirant. Par exemple, il y a des entreprises maintenant qui sont éco-responsables, parce que ça aussi, c'est dans la hiérarchie des valeurs, hein, de plus en plus. Et l'éco-responsabilité, ça veut dire qu'on va demander aux gens d'éviter de faire un mail à leurs voisins d'à côté pour leur dire quelque chose. Hein, parce qu'ils se lèvent, en plus, ils font du sport, et ils vont leur dire au bureau d'à côté. Ça fait partie aussi de l'éco-responsabilité de chacun. C'est de se rendre compte que l'usage qu'on fait là aujourd'hui des réseaux pour faire ce petit bavardage unilatéral, d'ailleurs, pour l'instant, ça use un courant gigantesque, ça use une énergie énorme. Et l'éco-responsabilité, c'est ça aussi. Ça sera, et de plus en plus, ça va être de mesurer, de se rendre compte, de mesurer que comme tout outil, il y a un coût à son usage, évidemment. Et c'est un coût aussi pour la planète, en l'occurrence, puisque on ne dit pas assez, d'ailleurs, les choses. Ça commence à venir. Hein. Il y a des gens qui commencent à le faire. Alors, du coup, on a effectivement des éléments sociétaux qui sont fondamentaux pour bien comprendre ce qui se passe. On a cet usage des réseaux, là, j'en ai parlé un petit peu. Hein. On a des nouveaux types de consommation, de consumérisme, hein, évidemment. On a cette recherche d'instantanéité qui s'aggrave. Hein. On dit souvent que le rapport au temps évolue. Hein. C'est sûr que quand on a des outils qui permettent de le changer, peut-être il y a une évolution, mais d'un autre côté, on est aussi dans une recherche souvent de relaxation, de temps vide, hein, de choses comme ça. Un nomadisme aussi, beaucoup d'auteurs depuis Maffezoli parlent de ça, et effectivement, il y a un nouveau nomadisme qui s'installe avec, que moi j'appelle plutôt mobilité que nomadisme d'ailleurs, une propension à la mobilité qui est assez nouvelle. Hein,
les jeunes et les moins jeunes, qui envisagent un espace beaucoup plus grand, qui envisagent un investissement dans cet espace beaucoup plus grand, et pour lesquels les distances culturelles avec les autres pays sont beaucoup plus faibles, en fin de compte, que leurs aînés. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Hein. Alors, on parle aussi souvent de la volatilité, l'infidélité. Hein. Alors, je ne vous parle pas des couples, hein, je vous parle beaucoup plus des consommateurs. Hein. On est beaucoup plus… Donc, du coup, il faut donner son avis, il faut tenir compte des avis, il faut faire attention. Non pas parce que la technique le permet, mais parce que les gens sont plus fidèles aux marques et aux produits comme ils l'étaient. Hein, il y a toujours une grande inconnue quand on vend des produits et des services, hein, c'est la substituabilité. La substituabilité, ça ne s'invente pas. On ne peut pas savoir hein, souvent quel produit sera substitué à un autre. Et c'est des surprises. Et quand la surprise arrive, eh bien souvent, ça fait mal à l'entreprise, évidemment. Hein. C'est valable aussi dans le secteur public, hein, ce que je vous dis là, bien sûr. Et puis, donc, on est aussi sur une logique très intéressante où on partagerait les usages beaucoup plus qu'on partagerait la propriété. Hein, on irait vers les usages. Voilà, on paye pour un usage, on ne paye pas pour une propriété. Hein, c'est la mise à disposition rapide de tout un tas de trucs aboutit à justement cette évolution extrêmement grande. Alors du coup, globalement, dans toute cette logique, on est passé d'une démarche où il fallait valider a priori quelque chose à une démarche où il faut modérer a posteriori. On en est là. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de valider, les choses se font, et on a des modérateurs, vous voyez, comme un réseau un petit peu, hein, comme ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de valider ce que les gens vont raconter. Alors imaginez-vous dans le milieu professionnel, hein, et c'est normal que ce soit comme ça, puisque on est dans la logique des communautés de pratique, on est dans une logique du collaboratif. Dans le collaboratif, on n'a pas à valider a priori ce que les gens vont raconter, bien sûr. En revanche, il faut modérer et y revenir. Donc, en fait, ça prend aussi du temps, mais dans l'autre sens. Ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. On est aussi dans une réflexion où on passe un temps fou à évaluer. Mais sauf qu'on évalue des choses souvent qu'on n'a pas critiquées. Alors qu'avant, on passait un temps fou à mesurer. Et là, quand on mesurait, on pouvait critiquer, puisque on formait l'instrument de mesure. Et ça aussi, ça nous fait un changement. De la même façon, le statut perd de moins en moins, perd son importance hein, par rapport au contenu. Et c'est vrai que de la même façon, on recherche les solutions et non pas les preuves, hein, comme on le faisait avant. Hein, donc, on a effectivement, de façon sociétale, des évolutions extrêmement fortes. Alors, dans les entreprises, on adopte et on adapte des outils, on implante des usages. Ces usages sont souvent similaires à ceux qu'on rencontre à l'extérieur et quelquefois, ils n'y sont pas. J'ai un exemple concret là-dessus. Vous savez qu'en France, les écoles primaires le fonctionnement des écoles primaires est à la charge des municipalités et beaucoup de municipalités ont le sentiment, parce que ce ne sont pas des enseignants ni des spécialistes de la question, ont le sentiment que les écoles fonctionnent un petit peu en décalage avec le monde moderne. Voilà, c'est un truc que j'entends souvent, y compris là où moi je suis implanté, hein, puisque par exemple, le président de la communauté d'agglo, il a décidé d'acheter pour 1 million d'euros de tablettes pour toutes les écoles primaires de son environnement, hein, donc de Saint-Quentin en Yvelines. Ça pose un problème. Il y a deux problèmes qui sont posés. Le premier problème, c'est ça ne veut pas dire grand-chose que de penser qu'une organisation quelconque soit en décalage avec le monde. Ça voudrait dire qu'on imagine que l'école est une sorte d'îlot fermé, comme on peut imaginer ça d'une entreprise. Mais chacun a son projet. Chaque organisation se définit justement par un projet plus ou moins collectif, plus ou moins légitimé, mais c'est un projet. Et puis, c'est un groupe humain. Et effectivement, cette réflexion, là on arrive dans un des premiers mythes très dangereux. Ce mythe du décalage. Ce mythe que nous sommes dans le modernisme et eux, ils n'y sont pas. Alors qu'on baigne tous dans la même logique. Que les gamins, ils aient l'habitude de prendre leur smartphone pour faire je ne sais pas quoi pendant des heures en sortant des cours. Du coup, on interdit les smartphones, en France en tout cas dans les écoles primaires, hein, pour pas qu'ils y passent un temps fou, parce qu'il faut quand même qu'ils se concentrent à minima. Mais ça ne nous empêcherait pas d'utiliser les smartphones à des fins pédagogiques si on en avait la possibilité de le faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le supérieur. Nous, on a lancé un projet Smart, là, avec l'utilisation du smartphone. Avec des adultes, c'est facile. Avec des enfants, c'est plus compliqué. Et ce mythe du décalage est un mythe très dangereux. Parce que ce million
et puis inefficace. Ce million d'euros de tablettes qui vont, là, en septembre, être donnés à toutes les écoles pour toutes les classes, vont-ils être intégrés et va-t-il y avoir cette adoption, hein, non pas cette adaptation, mais l'adoption par les enseignants? En fait, ceux qui n'y ont pas réfléchi, non, bien sûr que non. Et il y en a même qui trouvent peut-être que c'est un rapport à l'écrit compliqué. Je les comprends d'ailleurs, parce que pour les petits, c'est pas assez. L'écriture, c'est aussi du geste. C'est pas que de taper sur un clavier. Et encore, il n'y a même pas de clavier sur une tablette. Donc, je ne suis pas spécialiste de ça, mais moi, je comprends tout à fait qu'une organisation est un projet, que ce projet les conduise à adopter, adapter, etc., les outils, et que de l'extérieur, du coup, la problématique du décalage devient un mythe et devient complètement inefficace par rapport à ça. Donc, c'est surtout pas là-dedans qu'il faut rentrer. Et pourtant, on le voit bien. Hein, on voit bien cette logique on entend souvent, hein, parler de cette logique, hein, d'ailleurs. Alors, maintenant, pour aller dans le management. Donc, dans notre environnement numérique, donc, on pilote quand on fait du management. Quand on fait du management, voilà, on est là pour piloter, on met en œuvre des moyens pour atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'on définit le management. C'est très large. Donc, c'est à la fois pour n'importe quelle organisation, puisque à Saint-Quentin, notre spécialité à nous, c'est le management public. Hein, donc, ce n'est pas le management privé a priori, mais ça ne change pas grand-chose pour la mise en œuvre de moyens. Ça change dans l'institution, oui, ce n'est pas les mêmes institutions. Ça change dans les objectifs, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais finalement, si notre objectif à nous, c'est de satisfaire au mieux les services publics ou les services universels, peu importe, on n'est pas très loin des entreprises qui sont dans l'expérience client. D'ailleurs, on travaille avec des gens de l'expérience client, puisque de toute façon, ça relie. Hein, on n'est pas très loin de ça. Il n'y a pas de dichotomie très grande entre les manières d'appréhender un service public et les manières d'appréhender un service privé. Sauf que, bien évidemment, on a la logique du droit des citoyens et du respect de la citoyenneté. Ce n'est pas vraiment la même chose. Hein. Et donc, du coup, on met en œuvre ces moyens, on pilote. Si on n'a pas d'objectif, de toute façon, on n'a pas de management. Et on ne peut pas dire que ce soit le numérique qui fasse l'objectif. Ce n'est pas du tout ce cadre. Hein. Et là, il y a un deuxième mythe, c'est le mythe du progrès infini par le technique. Le progrès infini par technique ne donne pas d'objectif. En tout cas, pas d'objectif à des groupes humains. Ce n'est pas du tout la même problématique. Hein, l'éco-responsabilité est maintenant qui prend parce qu'il y a une montée des valeurs, etc., et beaucoup plus dans cette ligne-là, bien évidemment. Alors, on parle souvent de gouvernance, nous, quand on parle de ça, parce que c'est vrai que la gouvernance dans le management, ça consiste à faire des contrôles, à vérifier ce qui se passe, à avoir des réponses adaptées, etc. Bon, dans le temps, on parlait de gouvernement, hein, franchement, mais bon, on a changé de mot parce que le gouvernement a un sens politique différent. Et donc, du coup, voilà, on a décliné un petit peu les mots. Et c'est vrai que le manager, il faut qu'il ait une vision globale des processus, il faut qu'il collecte, qu'il comprenne le sens, très important, hein, de son entité. Et il faut comprendre aussi comment on crée de la valeur, comment on acquiert des avantages concurrentiels ou autres, comment on fonctionne, comment on se met en relation avec les clients, avec les fournisseurs, là je parle du privé, avec les partenaires, etc. Donc, évidemment, dans toute cette logique, le numérique, le digital apporte des outils intéressants. Hein, évidemment que c'est intéressant parce que ça rend plus fluide les interconnexions. Ça, c'est déjà une chose essentielle. Ça rend beaucoup plus fluide. Alors, si vous gardez, cependant, ça vous oblige à bouger un peu les lignes. Parce que vous ne pouvez plus, avec justement les connexions actuelles, vous ne pouvez plus gérer une entreprise par l'information, c'est-à-dire en faisant de la rétention d'informations, comme dans le temps. On ne peut plus avoir ces niveaux hiérarchiques qui se comprennent parce que les gens retiennent les informations. Et on a des grandes entreprises du CAC 40 en France qui ont du mal à se transformer, c'est le mot magique qu'ils emploient, la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? C'est une évolution de la structure, évidemment. Ce n'est pas la transformation des salariés. Évidemment, la transformation digitale, ça va être de faire attention aux compétences des salariés, puisque leur activité évolue. Bien sûr, je vais en parler après, mais c'est surtout une évolution des structures. Comment faire pour accepter le collaboratif, sachant que le collaboratif, maintenant, est possible parce que justement, il y a une fluidité et une interconnexion beaucoup plus grande des données. Et qu'il faut aussi avoir des gens capables d'assurer ça, capables de l'assumer, capables justement d'aller de l'avant. Donc, c'est compliqué cette affaire-là. Et c'est vrai que de ce point de vue-là,
on a une problématique nouvelle avec les machines. La problématique des machines, pendant très longtemps, la machine était contrôlée par des humains. Et depuis quelques années, depuis les travaux de Bruno Latour, beaucoup plus anciens, mais qui ont été repris pour ça, on a un certain nombre de thèses qui expliquent qu'il faut mettre à égalité le collaborateur humain et le collaborateur artificiel. Autrement dit, on donnerait un statut particulier aux machines. C'est ça qui est nouveau dans cette logique-là. Là, on est du côté de ma sphère là-bas, hein, de mon axe, on est chez les technocentrés. On est chez les technocentrés qui vont vous employer des mots à tort, à mon avis. Par exemple, ils vont vous parler du dialogue avec les machines. On ne dialogue pas avec la machine. On dialogue avec soi-même ou avec quelqu'un qui a programmé ou quelqu'un qui... On ne dialogue pas avec une machine. Ce ne sont que de l'électricité avec des trucs. On a un élément de mythe gigantesque là-dedans, jusqu'à l'idée que les machines prendront le contrôle, etc. Là, je vous renvoie à Asimov et autres. La science-fiction s'est emparée de ça depuis très longtemps, bien évidemment. Et c'est vrai que on n'a pas attendu les big data pour ne pas pouvoir envisager une grande masse de données, évidemment. Hein. On n'a pas attendu, bien sûr, ces intelligences artificielles. On a des outils, comme je disais tout à l'heure, d'intelligence augmentée. Intelligence augmentée, c'est un livre très intéressant d'un monsieur dont j'ai oublié le prénom, mais il s'appelle Julia. Et monsieur Julia a écrit en 2019 un livre qui s'appelle d'ailleurs Intelligence augmentée. Non, excusez-moi, il s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. La particularité de ce monsieur, c'est qu'il est un des programmeurs du système d'Apple, qui doit être Siri, oui, le truc auquel on cause là. Hein, et il a eu un retour, donc dans son livre, il parle de son expérience par rapport justement à cet outil. Et il le dit clairement, il explique qu'il ne voit pas en quoi c'est de l'intelligence, alors qu'on est bien dans l'apprenant, le machin, bon, et tout le baratin qu'on nous fait. Et peu importe que ça augmente et que ça aille mieux, peu importe que la machine comprenne. Vous voyez, le mot comprendre, on l'emploie pour ça. Interprète mieux ce que vous lui racontez. Hein. Moi, je viens de changer de voiture et il faut que je cause à ma voiture pour téléphoner, ça me fait tout drôle. Et effectivement, quand je dis appeler machin, il appelle machin, ça marche bien. Mais c'est que de l'outil, même si ça marche bien. Ce n'est pas parce qu'on utilise la voix que ce n'est plus un outil. Ça reste un outil. Et le problème qu'on a, c'est le même problème qu'avec les androïdes. On se représente souvent le robot, hein, qui est un mot à l'origine russe d'ailleurs, parce que ça veut dire travail, hein, je travaille, il y a Rabotaillou, et c'est tout à fait marrant parce que c'est un mot qui a été pris par des auteurs de science-fiction, tout simplement parce qu'il s'agissait d'automates, d'outils qui faisaient des choses pénibles à la place des hommes. Voilà, point barre. Et ben on n'a pas beaucoup bougé là-dessus, on est toujours sur le même truc. Et effectivement, j'humanise les robots. L'humanisation des robots, ça fait partie d'une mythologie très très large dans nos sociétés, où on va avoir un faux chien qu'on va offrir à Noël. Hein, il y a tout un ensemble de trucs comme ça. Hein. On va avoir un faux humain pour... Bien dit. On va avoir tout un ensemble de choses et en fait, on va se projeter dans l'objet. Ceci étant, ce n'est pas nouveau qu'on a des objets transactionnels, hein, vous savez bien. D'ailleurs, certains auteurs ont étudié le smartphone comme objet transactionnel. Hein, ce n'est pas du tout nouveau. On a besoin d'objets transactionnels. Bon, mais ça prend une échelle énorme. Mais ce n'est pas parce qu'on a un objet transactionnel qu'on va humaniser l'objet. C'est quand même une autre logique. Alors, du coup, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, les voix artificielles, etc., tout ça nous amène à des niveaux d'augmentation des outils qui, effectivement, peut nourrir ces idéologies et ces mythes, hein, parce qu'on a deux logiques différentes, hein, l'idéologie du numérique parfait, etc., de la perfection, et le mythe de l'autre, hein, cet autre qui ne serait qu'un miroir de nous-mêmes, en fin de compte. Hein. Alors, du coup, ce n'est pas du tout étonnant donc l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le secteur, soit devenu maintenant un enjeu économique gigantesque. C'est un des principaux investissements des dernières années à l'échelle de la planète. Parce que tout simplement, ça irrigue ces fameux modèles d'affaires dont je vous ai parlé juste avant, bien sûr. Et c'est pour ça que les anciens modèles d'affaires s'y mettent, bien évidemment, ils n'ont pas le choix. Hein. Et donc, du coup,
on est dans un contexte où on a des IA qui se sont bien développées, mais qui restent, les spécialistes vont vous dire que ça reste des IA faibles, hein, parce qu'il y aurait des IA fortes. Et on attend l'IA forte. Donc, il faut investir, absolument. Et il n'y a pas de neutralité de la science nulle part, hein. L'investissement, il est toujours téléguidé par des logiques politico-sociologiques. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vous expliquent que bientôt, les machines vont être capables de conscience. Il y en a même qui parlent de sentiment. Et là, on tombe dans une logique de prémonition extrêmement intéressante, hein. Et il faut revoir un petit peu, y réfléchir un petit peu plus, hein. Y réfléchir parce qu'on a développé, donc je vous parlais des mots. On dit la machine comprend ce que je lui dis, hein. On parle bien d'intelligence pour les machines. Bientôt, on parlera peut-être de conscience ou de sentiment pour les machines, hein. Mais si je développe et si j'essaie de comprendre comment tout ça fonctionne, euh, on a aussi ce mythe de l'apprentissage. On parle de machine learning, par exemple, apprentissage automatique, hein, en français, ça veut dire le deep learning, l'apprentissage profond, hein, ce qui sous-entend qu'ils peuvent vraiment apprendre des choses extrêmement compliquées, comme la reconnaissance visuelle, l'analyse documentaire ou la traduction, hein. Mais comment le font-ils? Ben, ils le font par analogie ou par interprétation ou par compilation de milliers, de milliards de données. C'est pas du tout comme ça que nous, on fonctionne. Il y a deux catégories de neurosciences, hein, en France en tout cas. Il y a les cognitivistes, que j'aime bien, et les autres. Bon, et les cognitivistes, comme des gens comme Alain Berthoz, par exemple, hein, son livre La décision est absolument incroyable par rapport à ce que je vous dis, parce qu'il montre bien que ce n'est pas du mystère, c'est simplement pas le même système. Nous sommes dans des logiques où nous sommes capables, nous, de prendre des décisions sur un tout petit cas. Nous avons ce qu'on appelle nos intuitions aussi, hein. Bon, ça, des fois, on essaie de les combattre. Mais nos facultés d'analyse reposent sur des logiques de confrontation avec ce qu'on appelle l'expérience. Et l'expérience humaine, pour les neurosciences, n'est pas du tout la même que toutes ces machines qui reposent sur du 0 et du 1 et sur du calcul. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on sait bien que si les machines s'améliorent, c'est parce qu'elles ont affaire à plus de cas. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, en Inde, qui est un pays qui est très développé pour un certain nombre de trucs publics, l'Inde a fait la reconnaissance faciale pour les allocations, enfin, c'est pas des allocations, enfin pour des allocations qui permettent à des gens de se nourrir, hein, dans des populations. Bon. Donc, quelqu'un a programmé les typologies faciaux, etc., pour que ça puisse marcher. Et donc, un peu comme en Chine, hein, ils le font ça en Chine aussi pour d'autres raisons. Et ils ont oublié des millions de gens. Il y a des millions de gens qui n'ont pas été reconnus par la machine. Ben oui, parce que le programmeur, il avait oublié une ethnie dans un coin, hein, dans un pays aussi grand que l'Inde, ça fait mal quand même, hein. Et effectivement, comment est-il possible, est-ce qu'il sera possible un jour, de pouvoir cataloguer, numériser non seulement tous les humains existants, mais tous ceux qui peuvent exister? C'est ça la grande question. C'est une des grandes questions que se posent les informaticiens. Moi, ça ne m'intéresse pas comme question, mais c'est cette question-là, parce que la logique de ces outils repose non pas sur une mise en perspective, sur une intuition, sur une analyse qu'on est capable d'avoir nous, même si on se trompe par rapport à un tout petit nombre de cas. Ça repose, c'est ce qu'on appelle l'expérience, nous, ça repose sur une quantité gigantesque de données. Et cette quantité gigantesque de données, eh ben, il faut aller la chercher déjà, hein. Après, il faut pouvoir la traiter. Et il y a toujours cette idée que plus vous aurez de données, et plus ces données vont nourrir la machine par expérience ou par apprentissage. Donc, du coup, c'est pas trop le mot apprentissage, en fait, qui me gêne le plus dans l'histoire, parce que l'apprentissage automatique, on connaît ça depuis très longtemps, puisque même après la Révolution française, on avait des machines à apprendre, par exemple, hein. Bon, il y avait tout un tas de trucs. Et c'est plutôt le concept d'expérience. Ce concept d'expérience est fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience humaine par rapport à une expérience de la machine, hein? Et donc, du coup, là-dessus, on est dans une rupture, là, idéologique en ce moment, puisque cette idée que les machines auraient un statut tel qu'il faudrait dialoguer avec elles, c'est quelque chose qui passe quand même pas partout de façon tout à fait agréable, hein.
Mais bon, ça fait partie des grandes luttes. Alors, un auteur comme Sadin, par exemple, hein, qui est philosophe, il écrit beaucoup là-dessus, sur la siliconisation. Oh, je vais y arriver. Siliconisation de la société, c'est le titre d'un de ses derniers bouquins. Hein, c'est tout à fait intéressant et il nous explique un petit peu toutes ces logiques-là. Alors, du coup, c'est pas pour autant. Je crois que maintenant, il faut être vigilant. Il faut faire attention. Hein, il faut faire attention à quel cadre on accepte, quel cadre nous intéresse. Est-ce que c'est le cadre de l'humain qui voit ses fonctions augmenter, un peu comme un exosquelette? Moi, j'aime bien l'exemple de l'exosquelette. Pour moi, les machines, ça ne peut pas être autre chose qu'un exosquelette. Hein, c'est pas possible. Ou alors, il y a des trucs en autonomie qui peuvent se faire tout seuls. Oui. Si vous allez visiter une usine Volkswagen 4.0, les dernières, c'est fabuleux pour les gens qui y travaillent. Hein, ils sont tous bien habillés, machin. Il y a des... Mais bon, ça change. C'est simplement une évolution de l'automatisme qui, effectivement, a des modalités de réaction, des modalités de réponse qui sont, où il n'attend pas l'humain, puisque de toute façon, il a une programmation qui lui permet aussi de s'adapter à un certain nombre d'éléments. Si un jour, il y a un truc du toit qui tombe, je ne crois pas que ça a été programmé, là, il faudra bien faire quelque chose. Hein. Et là, l'intuition, l'expérience jouera peut-être pour ceux qui sont là. Parce que dans cette usine 4.0, il n'y a pas moins de monde que dans l'usine traditionnelle. Hein. Alors que dans tout ce qui est logistique, vous savez bien qu'on a moins de monde, bien sûr, puisqu'on a des plateformes depuis longtemps qui sont complètement automatiques. Donc, ça dépend vraiment des logiques. Alors, du coup, tous ces outils qui arrivent dans le management transforment, je l'ai dit, mais pas que les outils. Ce qui transforme les entreprises, les organisations, c'est à la fois l'évolution des valeurs de la société, le souhait qu'ont une population croissante d'ailleurs de collaborer, d'être utile aux autres, etc., l'empathie, etc., mais aussi, bien évidemment, la possibilité d'avoir des outils qui le permettent. Hein. Hein, c'est l'exemple d'Engie, par exemple. Hein, quand Suez s'est mis avec GDF, ils ont tenté voilà, d'aller dans le sens du collaboratif. Alors, toutes les grandes entreprises essayent de le faire, hein, le collaboratif. Mais alors, vous avez un réparateur de votre chaudière qui arrive chez vous, il ne trouve pas la panne. Comment faisait-il avant? Il appelait son chef, je n'ai pas trouvé la panne. Bon, et le chef, il disait, désolé, je vais envoyer quelqu'un, donc vous repreniez rendez-vous. Ok, ça durait quand même un certain temps, puis vous aviez froid pendant ce temps-là. Si vous avez quelqu'un qui est dans ce travail collaboratif, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son application, et puis il appelle, il tape sa question directe. Et il y en a bien un dans son réseau qui a trouvé la solution. Et cette façon de travailler est en train de se diffuser à grande vitesse. C'est possible parce qu'on s'approprie les outils, donc on a les compétences pour s'approprier l'outil, j'y reviendrai, mais c'est possible aussi parce que le chef, le manager, ne manage plus de la même façon, évidemment. Le rendre des comptes quand on est comme ça, c'est plus la même façon de faire. C'est pour ça que je vous parlais de modération a posteriori. Et c'est possible aussi parce que horizontalement, les employés s'accordent entre eux. Hein, on revient à cette histoire de... quand j'enseignais, moi, il y a très longtemps, ces histoires-là, on prenait toujours le canoë comme exemple. On disait, voilà, il faut de l'auto-ajustement. Hein, si celui qui est devant, il ne s'ajuste pas avec celui qui est derrière, vous tournez en rond ou vous allez dans le mur. Donc, de toute façon, il faut s'auto-ajuster. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas énormément de situations d'auto-ajustement. Maintenant, ça se généralise. On a des communautés de pratique, comme on dit, qui s'installent et qui sont extrêmement efficaces. En tout cas, le type qui avait sa chaudière en panne, il est content parce que du coup, le gars va lui dire, si, du compte fait, il y en a un qui a réparé, il sait comment je fais, donc je vais faire comme lui, et voilà. Et donc, on est dans cette logique-là, hein, dans cette logique de plus en plus. Et le troisième point, c'est que ça fait plaisir aux gens qui travaillent quand ils sont dans cette optique-là. Je ne veux pas dire que tout le monde est dans cette posture-là. On a encore des postures où on attend les ordres. Il y a encore des personnes qui sont dans cette posture-là. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, sont dans une posture où ils assument leur autonomie, ils la revendiquent par rapport justement à leur cadre de travail. Et c'est comme ça qu'ils y ont un intérêt. Et on a effectivement cette logique-là. Alors chez les profs, on a ça aussi. Hein, vous savez, on a étudié ça, hein, les profs qui résistent au changement, les profs qui attendent de leur chef d'établissement des choses, ceux qui s'auto-organisent. Heureusement, l'auto-organisation est de plus en plus courante. Hein. Là, le confinement en ce moment, moi je reçois des dizaines de mètres en pagaille, là, les gens font état de leur expérience. Voilà, nous on a fait comme ça à tel endroit, nous on a fait comme ça à tel endroit.
hein, tous les directeurs d'IAE là, sont en train d'échanger sur comment ils font, parce que tout simplement, c'est inédit. On n'a jamais vu de crise comme ça. Et quand c'est inédit, ben, on fait par nous-mêmes. On n'attend pas que ça nous tombe d'en haut. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec les outils tels qu'on a. Alors du coup, le temps passe. Du coup, les IA qui n'ont ni arbitre ni conscience de soi, comment faire pour les considérer dans l'entreprise, hein, je vais aller un peu vite. Et on a quand même des éléments sur les conséquences de tous ces outils, en termes d'emploi, en termes de compétences. On a la chance à l'IAE, là où je travaille, d'avoir une chaire de recherche avec la Poste au niveau national. C'est parti d'ailleurs d'une étude qu'on a fait dans les Yvelines, dans un département. Ça les a intéressés. C'était une étude sur la posture des facteurs. Ils étaient partis du principe que si on était facteur, on avait beaucoup d'empathie, qu'on aimait être utile aux autres et tout. Ils s'étaient un peu plantés, puisque 30% des facteurs des Yvelines nous ont dit, en gros, nous, non, notre métier, c'est la boîte aux lettres. On fait tout pour ne pas monter les étages, enfin, vous voyez le truc. Et effectivement, ils ont repris ça au niveau national et ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont fait une cartographie des caractères, on va dire ça comme ça, des 260 000 postiers. Je ne sais pas si vous voyez le boulot que ça peut représenter. Et ils ont réussi, avec des cabinets de sociologie, bien sûr, hein, parce que là, il faut des gros moyens, ils ont réussi à mettre en évidence des postures particulières. Un peu comme quand on fait de la conduite du changement, on fait ça dans des équipes. On essaye de voir ceux qui sont résistants, ceux qui sont proactifs, etc., pour essayer d'adapter le comportement aux uns et aux autres. Hein. Et donc, effectivement, on a fait ça. Et du coup, il y a 2 ans, je crois qu'ils ont fait le plus grand plan de formation d'une entreprise de cette taille-là en France, puisque 267 000, je crois, salariés, quelque chose comme ça, ont eu une formation adaptée par rapport aux compétences, hein, qu'on attendait d'eux vis-à-vis de la transformation d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, évidemment, ça ne marche pas bien pour tout le monde. Évidemment, il y a des échelons intermédiaires en ce moment dont ils ne savent pas trop quoi faire parce que ça réduit les échelons, tout ça. Si vous avez un niveau hiérarchique avec 5 échelons, eh ben, il y en a 2 au milieu. Et, des fois, ils doivent se regarder un petit peu et tourner en rond parce que si de plus en plus de choses se font au niveau horizontal, vous avez une logique après du manager et de sa gestion d'équipe qui est très différente, évidemment. Hein. La SNCF s'est posé des problèmes comme ça aussi. Toutes les grandes entreprises se posent des problèmes comme ça. Parce qu'à partir du moment où on intègre les outils et que surtout, encore une fois, les salariés les intègrent, parce que c'est ça qui compte, les intègrent en groupe, en collaboratif, hein, il ne s'agit pas du dialogue de la machine, là, il s'agit bien d'eux. Hein. Et à la limite, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on rencontre maintenant des fonctionnements d'équipe qui n'ont pas besoin des outils numériques, mais qui ont adopté ces pratiques. Parce qu'on peut très bien, dans beaucoup de professions, ne pas avoir besoin de ça. J'ai un exemple concret. Il y a un Leroy Merlin. Leroy Merlin, c'est une chaîne de distribution française de bricolage. Je ne sais pas s'ils sont ouverts en ce moment d'ailleurs. Il y en a un en plein Paris. Il fait 6 000 mètres carrés. Vu la clientèle à Paris, c'est une clientèle qu'il faut chouchouter un peu, qu'il faut accompagner, avec qui il faut discuter beaucoup. Ils ont mis le paquet sur l'expérience collaborateur. Hein. En ce moment, de plus en plus d'entreprises font ça, entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Essayer de faire en sorte que les employés soient le plus satisfaits possible, motivés, impliqués, tout ce que vous voulez. Et ils ont fait une grande salle pour les salariés de 600 mètres carrés au premier étage. Et dans cette salle, il y a un mur complet de tout le personnel avec des photos. Et on a des post-it à sa disposition et on peut écrire un petit message à quelqu'un en mettant derrière la photo. Alors bien sûr, on leur a dit, mais vous faites du Facebook en vrai, en fait. Oui, c'est du Facebook en vrai. Parce qu'à partir du moment où on a pris l'habitude d'un certain nombre de fonctionnements qu'on a eu avec les outils digitaux, absolument, on peut les retranscrire après dans notre vie quotidienne, dans notre vie réelle. Le collaboratif, ce n'est pas utiliser les outils, c'est avoir une posture collaborative. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je ne sais pas s'il y a des profs parmi vous, mais vous le savez aussi pour les élèves. Les élèves, ça marche aussi comme ça. On n'a pas besoin d'ordinateur, en fait. On en a besoin de temps en temps. Mais les travaux en groupe se font maintenant, moi je trouve. On travaille en groupe avec les étudiants. Moi j'ai des étudiants, je n'ai pas des élèves plus petits. Je travaille très différemment d'il y a 20 ou 30 ans. Et effectivement, c'est plus du tout la même logique parce que c'est passé par là. Parce qu'on a effectivement une évolution sociétale globale. Alors du coup, on s'est interrogé sur les métiers, sur les professions. Et c'est vrai que la plupart des gens vont vous dire, on ne sait pas quelles seront les professions demain. Bon, ça c'est bien gentil.
En revanche, on a une idée des compétences. Par exemple, à l'IAE, il y a 2 ans, on a un master RH qui marche pas mal. Marche pas mal, je veux dire que c'est en apprentissage, donc on a plein d'offres d'entreprise, on a plein de candidats, donc voilà. Et les gens ont plein de boulot en sortant. Voilà, c'est les 3 trucs pour lesquels je dis que ça marche pas mal. Et on s'est dit, oui, la RH, les responsables RH, c'est quoi? C'est le recrutement, la formation, le suivi de carrière. Bon, peut-être il faut aller un petit peu plus loin, parce que de plus en plus, dans les grandes entreprises, les RH deviennent des fonctions support et tout un tas de fonctions RH sont intégrées au niveau des managers d'équipe, en fait. C'est pour ça qu'on a un gros souci de formation des programmeurs, par exemple. Les programmeurs en France qui deviennent souvent chefs d'équipe, ils n'ont pas forcément acquis les usages et les compétences pour pouvoir manager une équipe. Donc, du coup, on fait aussi ce genre de formation maintenant, de plus en plus. Et ben, on a ouvert un parcours de master qui s'appelle Ressources humaines et transformation digitale. Pour faire un peu mode, hein. Ça je ne vous le cache pas, parce que transformation digitale, il y en a partout. Bon. Mais ça a bien parlé en RH. Ça a beaucoup parlé et beaucoup d'entreprises nous ont dit on aimerait bien prendre un apprenti là-dessus parce qu'on voit bien ce qu'il faut faire. On voit bien qu'il faut gérer les outils pour les CV. Les CV, ça ne marche pas bien. Vous savez, le traitement des CV par automate, ça ne marche pas bien en fait. Hein. Il y a des discriminations, enfin bon. Il y a toujours les biais, peut-être on exagérait d'ailleurs, de ceux qui programment. De toute façon, c'est clair. Hein. On a tous des biais de toute façon. Le problème, c'est de pouvoir les régler, ces biais. Et ça ne marche pas bien. Donc, il faut reprendre tout. Il faut être à l'aise. Il faut pouvoir gérer les réseaux. Donc, on a tout un tas de fonctions qui apparaissent et qui marchent bien. Mais ce n'est pas pour autant que les métiers sont dans des cadres bien structurés. Et on a constaté ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret sur il y a une trentaine d'étudiants qui sont, un petit peu moins d'une trentaine, qui sont en 2e année de master RH et transition digitale. Il y en a un tiers qui fait de la communication interne, par exemple. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en RH, on donne comme rôle aux jeunes qui sont quand même en fin de master, donc ils ont déjà des responsabilités, ils sont en apprentissage, qu'on leur donne des missions de monter des systèmes de communication interne. Et on a réalisé ça, parce qu'à côté de ce master, on a un master de communication, nous, hein, en plus. Donc, du coup, vous voyez, on a une évolution extrêmement intéressante qui ne se justifie pas en termes de métier, de poste. C'est beaucoup plus des fonctions qui apparaissent. Et parmi ces fonctions, il y en a qu'on connaît bien évidemment, tout ce qu'on vous raconte à la télé ou ailleurs, les data scientists et tout ça, voilà. Mais il y a aussi des gens, de plus en plus, et il y a une étude d'Accenture de 2018 qui a tenté d'y voir clair là-dessus, hein, sur non pas les métiers de demain, mais les fonctions de demain, parce que ça peut être dans tout un tas de métiers différents. Hein, et effectivement, pour eux, il y a 3 grandes fonctions. Il y a les formateurs. Les formateurs sont ceux qui peuvent aider les salariés de l'entreprise à bosser avec les machines. Non pas à les considérer comme des partenaires, enfin, non, ça je ne crois pas à l'instant, mais à bosser avec eux. Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas du tout simple, parce qu'il faut garder l'esprit critique. Parce qu'il faut toujours avoir dans l'idée que ce n'est qu'une construction humaine, mais c'est une construction. Donc, sans intuition, sans rien. Et puis, il faut que ce soit performant. Parce que si c'est pour vous rajouter du travail, ça ne sert à rien. Vous savez, on a étudié avec un copain, j'ai fait un article qui n'a pas beaucoup plu d'ailleurs, sur la simplification administrative en France, où j'avais mis en avant le fait que quand on lançait la simplification administrative, c'était peut-être bien pour les citoyens, mais si on ne met pas les agents dans le coup, ça leur compliquait la vie. Et qu'en fait, ça faisait l'effet inverse. Bon, on a pris des exemples précis pour le démontrer. Et effectivement, ça peut être une politique extrêmement louable, mais c'est les agents qui doivent simplifier leur travail. Or, vous avez actuellement en France, je suis sur le public, vous avez en France dans les administrations notamment, tout un tas de gens qui n'ont pas été du tout préparés et on n'a pas anticipé cette évolution. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inventent des processus parce qu'il faut bien exister, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Donc, effectivement, on a cette problématique permanente. Alors, bien sûr, s'il s'agissait de pouvoir mettre tout le monde au chômage, voilà, mais non, on n'en est pas là. Il faut bien qu'on trouve des solutions par rapport à ça, et c'est un des gros soucis collectifs qu'on a. Alors, il y a les formateurs, donc la formation, ça va prendre une ampleur gigantesque, pour plusieurs niveaux, parce qu'on a besoin de nouvelles compétences. Contrairement à ceux qui vous racontent les générations X, Y, Z, Millennium, j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmaüs Connect, je ne sais pas si vous connaissez,
En France, Emmaüs, voilà, une organisation qui s'occupe des plus démunis et qui leur donne du travail. C'est une réinsertion par le travail, on va dire ça comme ça, parce que c'est clair, par l'activité plus que par le travail d'ailleurs. Et c'est vrai que les gens s'en sortent. C'est quand même un projet qu'on rencontre dans beaucoup d'organisations. Et ils ont créé Emmaüs Connect pour la fracture numérique, parce que la fracture numérique est complètement à tous les âges. Vous pouvez rencontrer des jeunes qui sont infoutus de s'y mettre, parce que ce n'est pas parce qu'on utilise un smartphone qu'on sait forcément utiliser les outils numériques. Ce n'est pas vrai. Et donc, du coup, on est dans cette logique de dichotomie, classe par classe, âge par âge, etc. Il faut de la formation. Il faut amener tous ceux qui ne résistent pas au changement, ou tous ceux qui n'ont pas un trop fort niveau de résistance au changement, il faut les amener à évoluer leur pratique. Parce que s'ils ont une quarantaine d'années, on va à la catastrophe, bien évidemment. Et actuellement, c'est là-dessus que beaucoup d'entreprises bossent. Donc, il faut des formateurs. Et le marché de la formation ne s'est jamais aussi développé que maintenant par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de formateurs, en fin de compte. C'est ça le problème majeur, c'est qu'il nous en faut. Et on n'en a pas beaucoup. Ce n'est pas un ingénieur qui va former ce genre de truc, vous voyez. Donc, c'est une des catégories dont les entreprises ont besoin. On a aussi une catégorie où il ne s'agit pas de former pour les compétences, il s'agit d'expliquer. Il s'agit d'être un petit peu animateur de groupe. C'est ce que Accenture appelait les explicateurs. Ce n'est pas très beau, mais des gens dont la fonction est de faire en sorte que le collaboratif s'apprenne. J'en ai rencontré chez Orange, j'essaie chez Orange de faire ça. J'en ai rencontré un peu, mais dans les grandes institutions, parce que là, on est dans le niveau institutionnel très hiérarchisé, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. La DRH qualité du technocentre de Renault, où il y a 12 000 personnes, c'est pas loin de là où on est nous. En ce moment, c'est à moitié fermé, bien sûr. 12 000 personnes, c'est pas rien. Nous a raconté que le siège avait décidé, pour avancer dans cette transformation, de réduire les niveaux hiérarchiques de 5 à 3. Donc, d'enlever 2 niveaux hiérarchiques. Bon, sur le papier, c'est très bien. C'est ce qui se passe un peu partout. PSA l'a fait depuis longtemps. Bon, c'est ce qui se passe partout. Sauf que tous les salariés de cette entité, ils ont des plans de carrière au bout de 3 ans et des conventions collectives et des accords d'établissement. Au bout de 3 ans, ils sont dans un échelon. Au bout de 2 ans, ils sont dans un autre, etc. Et de passer de 3 à 5, sans avoir réfléchi les carrières de chacun, ça mettait complètement le bazar dans les hiérarchies, cette fois, des carrières. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Localement, ils ont inventé des demi-échelons. Voilà, comme ça, on était tranquille. C'est un petit peu la même chose. Moi, quand j'étais à l'école, en collège, on nous a mis ABCD, F, ouais, c'était ça, des groupes. J'ai vécu très longtemps à l'étranger, et c'est comme ça qu'on note les étudiants, d'ailleurs, à l'étranger. On ne s'amuse pas avec des notes, parce qu'en France, c'est quand même très particulier, et dans d'autres pays, le coût des notes, ça va toujours... Maintenant, ça me choque un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les profs, comme ça ne leur plaisait pas, ils n'étaient pas conformes, ils ont mis des A+, des A-, des B+, des B-, et puis finalement, on a reconstitué la hiérarchie. Alors c'était bien le but, c'était de partir de l'objectif par rapport à la façon dont on remplit l'objectif. Évidemment que c'était comme ça. On est un peu au même point, vous voyez, entre les institutions, cette fois-ci les institutions comparées aux entreprises, par rapport justement à cette transformation, c'est qu'il faut que ça s'articule. Et c'est compliqué, parce que les cadres qui font que vous vous identifiez à l'entreprise, qui font que vous vous y projetez, sont des cadres qui relèvent beaucoup de l'institutionnel et pas de l'organisationnel. Et on a ce problème, par exemple, chez Thales ou chez Safran, en ce moment, ils ont 2 grands problèmes. Le premier problème, c'est de recruter. Le deuxième problème, c'est de garder. Et ils sont en train de nous dire, oui, mais c'est la génération XYZ, ils ne veulent pas rester nulle part. Non, le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'il manque 80 000 personnes dans tous ces secteurs d'activité en France, à peu près. On les résoudrait facilement si on avait plus de filles qui faisaient de l'informatique. Ça, déjà, c'est le premier point, parce qu'il y a à peine 25% des filles quand même. C'est pas beaucoup. C'est pas comme ça dans tous les pays, mais en France, c'est quand même caricatural. Et puis l'autre raison, c'est que comme le marché est inversé, ces gens-là ont du boulot quand ils veulent. Si ça ne matche pas avec l'entreprise dès le début, ils n'y restent pas. Pourquoi y resteraient-ils? C'est beaucoup plus une problématique de discussion sur l'institution et son évolution qu'il faut avoir. Quelle image je donne? J'ai demandé, moi, à des jeunes, mais pourquoi vous préférez aller chez Safran que chez Thales? Il y en a qui m'ont dit, mais Thales, c'est le militaire. Alors qu'en fait, il y en a partout, du militaire, chez les deux. Mais il y a des images.
On est vraiment dans une logique où, à partir du moment où mon optique, c'est de m'épanouir avec mon travail, je ne vais pas accepter les contraintes. Et en n'acceptant pas les contraintes, je ne serai pas fidèle à l'entreprise. Je ne suis fidèle à l'organisation ou à l'institution que si elle m'amène quelque chose pour mon identification professionnelle, personnelle et mon approfondissement. C'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. Alors, les explicateurs font donc partie de ces gens-là, hein, des nouvelles fonctions. Et j'en ai vu en RH, des gens qui étaient beaucoup plus dans les fonctions support RH, qui en fait sont des explicateurs. Ils se promènent pour montrer un peu comment on peut s'y retrouver avec les outils de gestion de carrière, avec tous ces machins-là. Hein. Et puis, il y a une troisième catégorie, on n'a pas trouvé vraiment de traduction en français, c'est les sustainers, ceux qui rendent le système durable. Alors, durable à court terme, hein, ou à moyen terme, pas forcément à très long terme. Hein, c'est-à-dire des gens qui installent les outils dans une logique beaucoup plus large, qui les installent dans un panorama, si vous voulez, de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a comme ça des nouvelles catégories d'emplois qui se créent, qui n'ont pas de titre. Hein. Par exemple, on a un master qui s'appelle Management et communication des organisations, voilà, où on a un peu de gens du public, beaucoup de gens du privé. Et souvent, la fonction qu'ils occupent, les apprentis, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils font. Hein. Les entreprises savent ce que c'est qu'un webmaster, alors ils mettent webmaster. Mais en fait, ils font autre chose. Tout simplement parce qu'on n'est pas au diapason de l'évolution des cadres de métier en ce moment. C'est en train de venir tout doucement, mais ça sera dur. Moralité, il y a des emplois qui disparaissent, oui, bien sûr, y compris en comptabilité et autres. Et il y en a d'autres qui apparaissent. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas bien mesurer. C'est peut-être une proportion de 2 tiers, 1 tiers si on ne fait pas gaffe. Et il faut donc accompagner ceux qui restent pour pouvoir aller vers d'autres fonctions. Ça, c'est le grand enjeu dans ce moment. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire cet enjeu parce que, comme je l'ai expliqué, les communautés de pratique sont là. Encore faut-il que tous puissent y accéder. Hein. C'est un peu comme chez les profs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'enseignants là, mais c'est un peu comme dans l'établissement scolaire. Soit vos profs, ils s'auto-organisent entre eux, par matière, par niveau, comme ils veulent, soit vous continuez d'avoir du hiérarchique comme ça, où toutes les questions vont passer par les étapes intermédiaires, le proviseur adjoint, tout ça. C'est un petit peu du même ordre. Sauf que, heureusement, on a appris à s'organiser peut-être depuis un peu plus longtemps. Ceci étant, c'est encore pas gagné. Par exemple, à l'université, je suis un des rares de l'équipe à faire cours avec un collègue en même temps. Hein, parce que j'adore ça, moi, faire cours à plusieurs. De toute façon, hein, ça m'évite de trop parler comme ça. Et puis, les réactions sont intéressantes. Donc, ils me coupent, on se contredit, etc. Parce que c'est une communauté. Et c'est vrai que ça, on a encore l'idée du prof tout seul dans sa classe, machin. Bon, c'est en train, j'espère, d'évoluer. Mais ça fait partie de cette évolution. Parce que à l'école ou au collège ou au lycée, on est impacté de la même façon. Enfin, pas impacté, j'aime pas ce mot-là. On est dans le même mainstream, hein, voilà, on prend un autre mot, parce qu'effectivement, le digital, il est avec nous. Mais pour qu'on arrête de penser qu'on est décalé ou qu'on est has-been ou ça, ben, il faut avoir un projet par rapport à ça. Il faut l'intégrer dans le projet. Quand j'ai travaillé aux affaires étrangères, moi, il y a quelques temps, pendant une dizaine d'années, et on a eu à ce moment-là des industriels qui faisaient les TBI, hein, les tableaux blancs interactifs, qui sont venus, ils ont eu des gros budgets, etc. Ils sont venus expliquer que c'était bien, tout ça. Bien sûr que l'État en a acheté, alors je n'irai pas expliquer pourquoi. Combien ont-ils fonctionné à l'époque? Presque aucun, parce que personne n'y avait vu un intérêt, évidemment. Si on ne voit pas d'intérêt à un outil, c'est qu'on ne se l'approprie pas, et c'est que ça ne fonctionnera pas. C'est exactement comme ça en management. Et c'est tenir compte de l'évolution sociétale et en même temps tenir compte de l'élément essentiel qui est l'appropriation des outils. Donc vous voyez, moi je me situe un peu entre les deux. Hein, pas du tout dans le positivisme technocentré, évidemment, parce que hein, ce n'est pas du tout la question. Et la grande question, c'est d'être dans une logique qui reste critique. C'est très difficile, ça. C'est très difficile. Je prends souvent l'exemple d'un collège où un parent d'élève vient voir le proviseur adjoint, le principal adjoint ou le principal pour lui dire « Oh, ma fille, vous l'avez mis dans tel sixième, mais elle était en classe avec les enfants, là, et je ne veux plus qu'elle soit avec eux, ça se passait mal, il y avait des problèmes, tout ça. » Et à ce moment-là, un principal adjoint qui dit « Oh, bah, je suis désolé, c'est un système automatique, j'y peux rien. » Évidemment que c'est une mauvaise réponse. Évidemment, évidemment. En aucun cas, l'algorithmique doit nous déresponsabiliser de ce qu'on doit assumer. En aucun cas, quel que soit le niveau de perfection de ces outils.
Parce que quel que soit le niveau de création des outils, de toute façon, les décisions doivent être prises par des humains et non pas par des machines. C'est le grand problème de la voiture autonome. Pourquoi les juristes s'en mêlent? Parce qu'il faut… Le droit, c'est le cadre de la société humaine, ce n'est pas autre chose. Et ça va de la société vers le droit et non pas l'inverse. Et ils s'en mêlent maintenant parce qu'on a tout un tas de problèmes comme ça qui sont en train de se poser. Comment on peut assumer que des machines prennent des décisions à notre place? Ça, ce n'est pas possible. Ou alors, on démissionne. Ou alors, on est dans une logique où on n'est plus dans ce plaisir qu'on peut avoir à faire des activités, bien évidemment. Parce que le plaisir qu'on a de faire des activités, c'est aussi les assumer, même si c'est des erreurs, même si on a pris des mauvaises décisions. Et ça, on le saura après. Mais a priori, on en est là. Et en ce moment, on en est un peu là, hein, avec justement des logiques. Moi, tout au début, j'enseignais des systèmes experts pour apprendre aux étudiants comment choisir des investissements. Je me rappelle de ces machins-là. Il y avait tout un tas de trucs. Et on en arrivait toujours au bout. On avait, voilà, des critères qu'on avait mis, etc. On avait un peu mâché le travail, si vous voulez. On avait des éléments peut-être un peu plus compréhensibles. Tous les éléments ne sont pas forcément compréhensibles, d'ailleurs, grâce à ça. Mais il fallait bien qu'on assume. Et on assumait. C'est un petit peu comme les recrutements. Hein. Quand vous recrutez quelqu'un, bien sûr, la première impression, il faut faire gaffe. Mais l'intuition compte quand même. Vous vous dites toujours, est-ce que je me vois moi bosser avec lui? Bien sûr. C'est important. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Hein. C'est ce qui fait qu'on lutte contre nos préjugés, lutte contre nos stéréotypes et qu'on continue de le faire. C'est ce qu'on fait à l'école. Hein. Aucune machine ne pourra lutter contre le plafond de verre. Aucune machine ne pourra faire en sorte qu'on ait plus de femmes qui fassent de l'informatique. Allez, je vous raconte ça. On a eu une étude du temps d'une ancienne ministre de l'Éducation. Elle avait fait faire une étude sur les stéréotypes et les préjugés des profs. Donc, ils ont été voir des profs en situation et ils se sont aperçus que les profs de maths, beaucoup de profs de maths, je n'ai pas ça en tête, beaucoup de profs de maths jugeaient que les garçons avaient la bosse des maths et que les filles ne l'avaient pas. Et quand ils ont approfondi le cas, ils se sont aperçus qu'il y avait quasi autant de profs de maths femmes qui pensaient ça que de profs de maths hommes. Parce que si tous les hommes pensent ça, mais que les femmes pensent le contraire, ça s'équilibre. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que dernièrement, des psychologues ont fait une étude. Ils ont pris un exercice de géométrie en 6e. Ils l'ont fait faire en maths à des classes de 6e et ils l'ont fait faire en arts plastiques à des classes de 6e. Dans les maths, les filles ont plus raté que les garçons et en arts plastiques, les filles, le même exercice, hein, sauf que vous ne mettez pas la même consigne, hein, vous voyez le truc. Et les filles l'ont mieux réussi. C'est quand même incroyable. Hein, les stéréotypes et les préjugés, c'est ça qui nous anime. C'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Ce n'est pas du tout sur des logiques qui nous déresponsabiliseraient par rapport aux autres. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important et je crois que c'est peut-être le plus important parce que, hein, comme j'avais écrit dans un autre truc, les organisations, c'est que de la communication. On est là ensemble. Hein. Alors là, on essaye, grâce aux outils, de faire ensemble parce qu'on peut plus se voir, on est confiné en ce moment en France, mais ça ne change pas grand-chose. Hein, bien sûr, on ne se sent pas, on ne se touche pas, voilà. C'est un peu dommage, on se tient à 1 mètre, mais bon, ça ne durera pas, il faut l'espérer, parce que sinon on deviendra à moitié fou. Mais on en est là, hein, on en est dans cette logique-là. Donc du coup, les outils, la vigilance qu'on a vis-à-vis des outils, elle est un petit peu plus grande peut-être que dans les années 50, parce qu'on est balayé par une idéologie du numérique, de positiviste, technocentré, qui est extrêmement prégnante, qui dirige une grande partie de la recherche scientifique et les fonds de la recherche scientifique. C'est grave, hein, bien évidemment. Et puis de l'autre côté, on a des soifs de productivité, on a des soifs de performance, et on oublie que la performance doit être avant tout humaine et rien d'autre. Hein. Donc il faut toujours rappeler à l'ordre un petit peu les choses. Et puis là, moi, où je suis content et très optimiste, c'est que ce que je constate avec les étudiants, c'est que ça parle aux étudiants, ce que je viens de vous raconter. Hein, parce que tout simplement, encore une fois, j'ai commencé par ça, je finis par ça, la hiérarchie des valeurs a changé. Il y a 30 ans, moi, les gamins que j'avais, parce que j'ai commencé il y a longtemps quand même, qu'est-ce qu'ils voulaient? Du pognon. Voilà, ils voulaient du pognon. Maintenant, ils veulent quoi? La qualité de vie au travail, être utile aux autres, et puis éventuellement aimer ce qu'ils font. Voilà, donc en gros, c'est les 3 points qu'on rencontre tout le temps. Donc effectivement, c'est quand même mieux, et d'être éco-responsable, j'ai oublié. Hein, donc vous avez cette logique-là qui l'emporte, et c'est pour ça que je reste optimiste par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce bluff technologique, hein, comme disait Jacques Ellul, qu'on nous assume.
ça n'empêchera pas que le double, le mythe du double. Hein. Donc, on a plusieurs mythes, et puis je finis là-dessus, à bien faire attention. Hein. On a le mythe de la perfection, la machine serait parfaite et nous non. Ça, c'est très, très dangereux, puisque c'est ça qui nous déresponsabilise. Hein. Et on peut même être déresponsabilisé des autres en disant quelqu'un qui nous dit ah, ben, la machine fait mieux que toi. Enfin bon, hein, donc ça, c'est le premier danger. Hein. Le mythe du progrès, ça aussi, c'est un truc. Bien sûr que je crois au progrès, mais pas forcément au progrès des machines, hein, c'est clair. Hein, et, ça, c'est le deuxième mythe hein, sur lequel il faut vraiment combattre. Et puis ce mythe de la singularité, comme dit Ganesha, c'est-à-dire qu'on est individualisé tout seul, mais non, on reste des animaux sociaux quand même, hein, et on reste avec notre conscience, on reste avec nos limites, et on les assume, hein, parce que sinon, si on ne les assume pas, ben, il faut mieux aller voir un psychanalyste ou un psy, hein, ce sera plus simple, hein, quelqu'un qui aidera hein, à la souffrance. Donc on en est là, et c'est vrai que du coup, le monde de l'entreprise n'est pas très différent du monde qui nous entoure par rapport à tout ça. Alors moi, j'aurais une question peut-être, justement, par rapport au management et par rapport au management dans les établissements scolaires au XXIe siècle. Hein, oui. Quels sont les conseils que vous donneriez pour utiliser le numérique de façon à améliorer ce management au XXIe siècle? Le management des organisations scolaires. Oui. C'est ça. Bah, écoutez, moi je pense que tout à l'heure j'ai dit, déjà, je crois que le bilan de l'appropriation est fondamental. Qui utilise quoi? Qui se sert de quoi? Qui sait utiliser quoi? Déjà. Et puis il y a le bilan de la résistance. Ça aussi c'est fondamental. Hein. Parce que si des enseignants ont envie ou se mobilisent pour que apparemment rien ne change, ben c'est peut-être parce qu'ils ont des bonnes raisons. Et donc, il faut être différencié. Moi, je ne crois pas du tout qu'il soit opportun d'y aller de façon autoritaire en disant maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Par exemple, dans mon académie, on utilise Pronote. J'ai ma dernière fille à 11 ans, donc j'utilise Pronote. Je suis très content. Je trouve que ça marche pas mal. Et j'ai été content de constater que dans le collège où elle est, on laisse les enseignants utiliser Pronote comme ils le veulent. Alors, du coup, ça déstabilise des gamins parce qu'il y en a qui vont vers le NT mettre des trucs, il y en a qui se servent d'un autre élément dans Pronote parce qu'à la limite, c'est trop compliqué, Pronote. Et c'est toujours le délire qu'on a quand on fait faire des applications. C'est toujours trop compliqué parce que les utilisateurs, peut-être ils n'étaient pas vraiment là quand le mec a programmé. Hein. C'est un petit peu le problème qu'on a, ça. Hein. On l'a partout, hein. C'est pas propre aux écoles. Hein. Mais parce que l'idéal serait que ce soit les utilisateurs qui permettent de programmer les choses. Bien évidemment, ça serait l'idéal, mais ça, c'est pas possible, c'est pas vraiment réalisable parce qu'il y a des trucs auxquels on pense pas, on peut pas mobiliser une étude approfondie sur ça. Bon, donc je pense que ce qu'il faut, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'individualisation de l'appropriation et pas à l'autoritarisme là-dessus parce que ça va renforcer la résistance au changement des uns. Et puis, il y en a au contraire qui se sentiront pousser des ailes, et puis voilà, c'est pas bon. Et l'autre élément, c'est justement, en considérant l'expérience de chacun, eh ben, c'est d'amener chacun à se dire oui, tout compte fait, c'est vrai, moi j'ai quand même besoin de m'y remettre, j'ai besoin de comprendre un peu mieux comment ça marche, et c'est bien sûr la formation. Alors je sais que c'est un sujet compliqué dans nos professions. Hein, moi-même qui bosse un peu dans le privé, j'ai le CPF, j'ai plein d'heures là-dessus, hein, encore. Hein, je me suis posé la question l'autre jour, je me suis dit, mais quelle formation je vais pouvoir demander avec ça? Bon, j'en sais rien. On n'a pas trop l'habitude de ça. Alors peut-être dans le secondaire plus que dans le supérieur, mais c'est pas gagné. Et puis les formations, ça a souvent été du top-down dans notre service, hein, dans l'éducation nationale française, c'est un peu ça. C'est un peu dommage parce que les gens ont l'habitude de ce top-down, alors que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Et je ne sais pas si un principal ou un proviseur a la possibilité de faire une sorte de cartographie des besoins par rapport à ça, par rapport aux profs, parce que ça c'était un bon moment par rapport à un projet d'établissement, par exemple. Ça, c'est un bon instrument. C'est de se dire, voilà, on va passer, alors peut-être vous n'allez pas le dire comme ça, mais je vous propose qu'on passe aux communautés de pratique par niveau ou par matière, ou les deux, par exemple, hein, je donne un exemple, pour essayer d'approfondir, de marcher mieux, de fonctionner avec le CDI, etc., de faire du transversal, des trucs qui se font maintenant, hein, de toute façon, hein, et d'aller un peu plus loin dans tout ça. Et qui a besoin de quoi? Ça fait partie des logiques. Donc, si vous avez un projet, vous voyez, vous pouvez très bien le retourner par la formation. Hein. Braquer les gens, j'y crois pas un instant. Pas un instant. Alors, c'est valable aussi pour la gestion.
c'est valable aussi avec les parents, ce que je vous dis, parce que tout ce que j'ai dit, c'est très banal. La chose peut-être un peu moins banale, c'est de se comporter comme ça aussi avec les parents. Et ça, dans l'établissement, ce n'est pas facile. C'est de faire en sorte que les gestionnaires eux-mêmes aient une approche ouverte vis-à-vis des parents et de leurs besoins et de leurs réactions. Ce n'est pas du tout facile, ça. Ça, je le sais bien, hein, c'est compliqué, parce que les rapports qu'on a, ça veut dire qu'à la limite, même l'organisation des rencontres parents-profs, même des choses comme ça, peuvent être imaginées par rapport à la communauté. Moi, je sais, par exemple, là, le collège de ma fille, ils font individuellement. Alors, il y a de la queue, les parents font la queue, ils vont voir, parce que j'y étais, hein, j'ai bien vu comment ça marchait. D'autres collèges font ça collectivement, par exemple. Collectivement, un prof voit plusieurs profs en même temps. Pour le parent, c'est souvent assez banal de faire ça. Par contre, pour les profs, ça veut dire quelque chose. Ça change un peu la logique. Hein. Déjà, ça va plus vite, c'est plus fluide. Et puis, du coup, les profs sont ensemble indépendamment du conseil de classe, je veux dire. Un des problèmes, tout à l'heure, ce que je vous disais, un des problèmes qu'on rencontre dans notre profession, qu'on rencontre aussi dans d'autres, hein, c'est pas, voilà, c'est cet isolement qui fait partie de l'identification, en fin de compte. Je suis maître dans ma classe. Et ça, c'est pas forcément, c'est un atout et un problème en même temps, évidemment, parce que j'ai mon identification. Hein, pour tous ceux qui ne sont pas français, les profs en France font partie des fonctionnaires les moins absents et les moins malades, hein, quand même, il faut le dire quand même. C'est vrai. Hein, c'est quand même une réalité. Pourtant, c'est lourd. Hein, quand on est dans le primaire et qu'on se tape ou dans le collège, etc., c'est lourd. On a des grandes classes, etc. Vous le savez mieux que moi. Et donc, du coup, on a des atouts qui nous permettent de nous en sortir, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc, le travail collectif avec les TPE, je crois que ça s'appelait, des choses comme ça, qui a commencé à être mis en place. Le fait qu'on fait du français, en fin de compte, dans toutes les matières, ça, c'est des choses essentielles. Hein. Et ça permet justement de rentrer dans une logique de beaucoup plus de communauté par rapport à l'existant. Donc, ça remet en cause la structure, ça remet en cause la hiérarchie, ça remet en cause le fonctionnement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit ça, ce n'est pas les outils digitaux en eux-mêmes qui sont la voie du changement, c'est l'appropriation qu'on en a dans la société. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très clair par rapport à tout ça. C'est pour ça que l'expérience qu'on a eue, nous, avec la Poste, enfin, qu'on a encore, est très intéressante. Une entreprise très hiérarchisée, très cadrée, avec des cadres d'emploi très stricts, etc., qui se met à bouger, qui se met à changer. Les bureaux de poste sont ouverts, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Les gens viennent vous voir quand vous faites la queue. Enfin bon, on se croirait dans un supermarché, des fois d'ailleurs, ça va un peu loin, mais c'est vrai que, ou dans un magasin de luxe plutôt. Et donc, c'est vrai qu'on a des cadres qui changent beaucoup, hein, les cadres de la vie sociale, et qui du coup, d'aller au bureau de poste, c'est plus du tout un casse-pied comme avant, dans beaucoup de cas. Parce que, voilà, l'autre jour, j'y suis allé pour une lettre, hein, j'ai appuyé sur l'automate, j'y arrivais pas, hein, bon, c'est comme ça. Et, pourtant, je ne suis pas plus geek qu'un autre. Hein. Et il y a un jeune homme qui est venu et qui me dit, vous inquiétez pas, nous non plus, on n'y arrive pas. C'était la bonne réponse à avoir. Et c'est vrai que d'être dans cette logique-là, bah, c'est la logique des communautés, bien sûr. Hein. Hein. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est comme ça que je vois plutôt les choses. Hein. Un management participatif et collaboratif à installer dans le secteur public, c'est difficile, c'est compliqué, notamment avec dans les académies où les personnels de direction changent tous les 3 ans. Hein, c'est assez compliqué, ça complique les choses. Les proviseurs, parce que nous disent souvent, ou les principaux, oui, mais nous, on ne choisit pas nos équipes. Je ne suis pas sûr que ce soit un élément fondamental. Alors, bien sûr, on peut avoir des réactions à gérer. On a toujours des gestions de conflits, on a toujours des problèmes comme ça, quel que soit, même si on choisit les gens. Hein. Mais ce n'est pas forcément le pire des problèmes par rapport à tout ça, parce qu'à côté de ça, c'est ce que je leur dis, oui, mais vous avez quand même des professeurs qui, dans l'ensemble, ont un niveau d'identification très fort. Ils ont un niveau de résilience, hein, puisqu'on travaille beaucoup sur la résilience, notamment par rapport aux organisations, très fort. Hein. D'ailleurs, quelle autre administration ou quelle autre entreprise assumerait d'avoir une réforme quasi tous les 2 ans? Il n'y en a pas des masses, hein, quand même, hein, pour connaître. Oui, c'est certain. Donc, ça veut dire que le niveau de résilience est très fort. Et plus le niveau de résilience est fort, plus l'adaptation aux outils, tout compte fait, sera facile. Hein. C'est pour ça que je reste optimiste. Il faut essayer un jour, laisser un collège sans manager pour voir si ça marcherait. Mais on en est quasi là, quoi.
Oui, 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 c'est vrai que c'est une réflexion qui a été, enfin, la réflexion effectivement du rôle du manager a été posée et il y a toute la réflexion de l'OCDE autour de ça qui est très, très intéressante. Et effectivement, hein, par rapport enfin, pour faire le lien avec ce que vous disiez, C'est passionnante, un plaisir. Donc, vraiment. je vous envoie la Donc, bibliographie pour tout le monde. oui, oui, volontiers. Nous allons l'envoyer à tout le monde, effectivement, à tous nos collègues du projet Ange, mais également à tous nos collègues à l'international. Et puis, effectivement, on suivra vos travaux et l'avancée de vos travaux parce que vraiment, ça nous intéresse beaucoup pour notre Merci à vous. projet actuel. Ce que j'ai raconté là devrait être dans un bouquin collectif bientôt. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, Alors, oui, donc si vous pouvez nous envoyer le titre, ensuite, nous, on l'enverra à tout le monde. oui, Voilà, pour suivre votre réflexion et vos recherches. Un grand merci. Merci à vous. Un grand merci à tout le monde, à tous nos amis donc d'Europe et à l'international. Et à très bientôt. Et tenez bon pour le confinement. Oui, ça va durer un certain temps. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Bouet, merci. Au revoir. Au revoir.